Eh bien, deuxième question pour vous, comme ça on se présentera après. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore assisté à une soirée Science Invaders? Ok, donc là c'est nouveau pour presque tout le monde, super. Donc le principe de la soirée, comme on vous l'a un petit peu expliqué, c'est que nous avons une experte ou un expert dans son domaine qui a la gentillesse de venir vous rencontrer et venir nous expliquer son domaine d'expertise, mais la petite différence, c'est qu'on va le faire à travers un jeu vidéo. Et ce soir, on va jouer à Terranil. Terranil, c'est un jeu de stratégie qui a été publié en 2023 par un studio sud-africain qui s'appelle, je l'ai noté, moi aussi je triche, qui s'appelle Free Lives, et qui est un jeu où, contrairement à tous les autres jeux de stratégie, où d'habitude on place nos machines, on extrait des ressources, on construit et on croit, là l'objectif c'est de restaurer un système écologique et à la fin du jeu de retirer toutes nos machines pour laisser cet environnement à l'équilibre sans l'intervention humaine. Donc on doit placer nos machines intelligemment pour qu'à la fin on puisse les enlever, contrairement à tous ces autres jeux-là. Donc on va pouvoir en parler ce soir. Et je suis accompagnée ce soir du coup de Stéphanie Gaucheran. Stéphanie Gaucheran, est-ce que je peux te laisser te présenter? Est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, bien sûr. Voilà, je vais te laisser te présenter, prendre ton micro. On va l'allumer. Il suffit de le... Il est déjà allumé. Il est là. Hop. Te présenter un petit peu voilà, tes travaux de recherche pendant que je fais une petite magie vidéo pour préparer le fil. Et je précise juste avant, n'hésitez pas à nous interrompre, on est entre nous ce soir. Si vous avez la moindre question pendant la partie, avant la partie, après la partie, on est là pour répondre à vos questions. Stéphanie est là pour répondre à vos questions, moi je suis là pour faire les blagues, voilà. Et ce sera avec plaisir. Donc je suis Stéphanie Gaucheran, je travaille à INRAE, donc le nom le plus connu dans INRAE c'est INRA, c'est l'Institut National de Recherche Agronomique qui a fusionné avec un autre institut beaucoup moins connu qui s'appelait IRSTEA, auquel j'appartenais, qui travaillait beaucoup plus sur l'environnement. Et donc suite à cette fusion, on s'est appelé INRAE et on continue à travailler sur l'environnement, c'est notre travail, c'est notre objectif. Et donc moi je suis en écologie de la restauration. Écologie de la restauration, ça veut dire qu'on essaye de remettre en état les écosystèmes chaque fois que c'est possible et on essaye aussi de trouver les moyens de ne pas les dégrader quand c'est possible. Donc en écologie de la restauration, c'est un domaine de recherche qui est vaste, donc on est tous un peu spécialisés. Moi j'ai pas mal travaillé sur les écosystèmes humides et les écosystèmes d'altitude, y compris en collaboration avec les domaines skiables. Et voilà, et par ailleurs je travaille sur un truc que vous avez peut-être jamais entendu parler, qui s'appelle la séquence éviter, réduire, compenser, mais qui concerne tous les aménagements et qui fait que quand on aménage en France, on doit prendre en compte l'environnement et limiter son impact, et quand on n'y arrive pas, et ben mettre en place des mesures de restauration sur des écosystèmes à proximité. Voilà. Donc dans ton travail, il y a à la fois cet objectif de restauration et tu disais qu'il y avait aussi cet objectif d'évaluation. Et quand on échangeait, tu me disais qu'il y avait aussi un troisième pan de ton travail qu'on n'abordera pas forcément beaucoup ce soir parce que le jeu auquel on va jouer se focalise sur la restauration, mais il y a également tout ce qui est les enjeux de réconciliation, si j'ai bien retenu ce que tu disais. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi? Tout à fait, ça c'est un petit écart que j'ai fait par rapport à mes thématiques de recherche habituelles. C'est comme je travaille beaucoup avec les domaines skiables, puisque c'est des structures qui ont des impacts sur les écosystèmes de montagne. J'avais remarqué ces retenues d'altitude qui ont été construites, donc les retenues d'altitude, c'est des systèmes qui retiennent l'eau à la période où elle est abondante pour être utilisée à des périodes où elle est rare, notamment pour enneiger les domaines skiables. Et donc ces structures, souvent, sont des structures entièrement minérales. Et donc je m'étais dit, c'est quand même dommage, et qu'il serait temps de réfléchir à une meilleure intégration de ces retenues existantes au sein des écosystèmes environnants. Donc je me suis mise à travailler là-dessus avec des collègues qui, eux, sont spécialisés en génie végétal et sur les milieux aquatiques. Et donc ça m'a amené à encadrer une thèse sur la question le doctorant s'est beaucoup intéressé à l'écologie de la réconciliation, qui est l'idée qu'il faudrait que nos infrastructures humaines les rendent le plus possible favorables à la biodiversité à minima dite ordinaire, c'est-à-dire la biodiversité qui nous entoure, pas les espèces protégées, pas les espèces rares, mais comment la biodiversité ordinaire puisse venir occuper nos infrastructures humaines. Donc c'était l'idée de la réconciliation entre nos infrastructures humaines et la nature qui est autour. Donc derrière, il y a tous les concepts de nature en ville. Et voilà. J'ai pas compris les retenues. Oui. Minéral, Minéral, ça veut dire que c'est du caillou.
C'est-à-dire que les retenues, souvent, on dit qu'elles sont confinées, c'est-à-dire qu'en fait, on creuse un trou, on met une bâche, on recouvre tout de cailloux. C'est la bâche que vous trouvez pas bien? Non, c'est les cailloux qui sont posés au-dessus. Bon, c'est pas bien ou pas bien, c'est qu'il y a une bâche qui est posée, et après, il y a une couche de cailloux qui est posée pour protéger la bâche. Et cette couche de cailloux, elle peut être occupée par de la végétation, par exemple, si on lui en donne la possibilité. Et donc, on dit minéral, parce que c'est que du minéral, il n'y a pas de végétation dessus. Et donc, voilà. C'est ça. Super, donc vous avez bien compris le principe de nous parlons, vous pouvez nous interrompre là-dessus. Donc on a eu ces premières définitions-là. Ce soir, on va s'intéresser principalement aux mécaniques de la restauration à travers le jeu Terranil. Mais comme moi, je suis occupée à faire des blagues et que Stéphanie est occupée à parler intelligemment, on a besoin d'une troisième personne pour jouer avec nous ce soir. Donc il y en a qui connaissent un peu le principe. Pour les autres, je vous explique, c'est que ce n'est pas nous qui jouons aux jeux vidéo, c'est vous, public, qui jouez avec nous. Et donc pour cela, j'aurai besoin de 3 volontaires dans la soirée. Ne vous inquiétez pas, on est sur un jeu qui est tout simple, qui se joue sans enjeu, sans timer, sans ennemis, sans explosion. Il y a un incendie à un moment, mais je vous préviendrai. De toute façon, c'est nous qui le provoquons. Voilà. Ce sera intelligemment fait. Donc, c'est l'occasion pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien les jeux vidéo, ou même pour celles et ceux qui connaissent très bien les jeux vidéo, de venir jouer. Vous avez vu que j'ai installé une petite table là-bas avec une seule souris d'ordinateur, parce que vous n'avez besoin que de votre index gauche, parfois de votre votre index droit, pardon, et parfois de votre majeur droit pour jouer, mais c'est l'intégralité de ce qu'il faut apprendre en termes de mécanique gestuelle. Du coup, je teste régulièrement. Ce jeu s'appelle Terranil. Est-ce que nous avons par hasard un Nil dans la salle ? Non, toujours pas. Ça n'a pas marché après 4 émissions. Ce n'est pas grave. Est-ce que nous avons une ou un volontaire, du coup, pour venir là ? Donc, tu t'appelles comment ? Ok, merci Nil. Tu vas pouvoir t'asseoir, du coup, ici. Et, du coup, prendre le contrôle de la souris et prendre le contrôle du jeu. Voilà. Alors, avant de faire quoi que ce soit, une autre petite magie, c'est que nous enregistrons absolument tout ce qui se passe. Vous, nous, notre voix et ce qui se passe à l'écran. Donc, je démarre l'enregistrement de l'écran et voilà, nous pouvons commencer. Donc du coup, Nil, est-ce que tu peux nous lire potentiellement le premier paragraphe ? Oui, c'est un piège en fait, c'est atelier lecture. Donc ce premier paragraphe, nous sommes sur le premier niveau du jeu, pour réhabiliter une vallée fluviale. Pour réhabiliter ces terres stériles, vous aurez besoin d'éoliennes pour produire de l'énergie, d'épurateurs pour nettoyer le sol et de pompes à eau pour remplir les rivières. Mais créer une forêt tempérée ne va pas de soi. Il vous faudra peut-être recourir à des brûlages dirigés pour que les arbres puissent se développer. Voilà, tout à fait. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que pour te rassurer, si jamais tu fais des bêtises, mais tu n'en feras pas, moi j'ai aussi le contrôle du jeu. Donc juste pour enlever, voilà ce qui se passe ici. Donc pour te dire très rapidement les contrôles, la molette c'est pour zoomer et dézoomer à l'intérieur du jeu. Tu as déjà compris que tu peux te déplacer avec la souris. Si tu déplaces la souris sur les bords de l'écran, tu peux te déplacer à l'intérieur de la carte. Donc, place une éolienne. On te suit, très bien. Mais voilà, donc tu as compris que tu peux te déplacer et tu peux dézoomer avec la molette qui est au milieu des deux. C'est vrai que... Est-ce que tu as déjà utilisé une souris d'ordinateur ? Je n'ai pas pensé à utiliser. Voilà, on peut dézoomer un petit peu. Et du coup, le principe, dézoome même encore. Dézoome complètement, voilà. Le principe, c'est qu'il va falloir que tu lances... Ah, on n'a pas les tutoriels. Eh bien, c'est pas grave. Donnez-moi 2 secondes de magie. Je te relance le niveau parce qu'en fait, on n'a pas le tutoriel et on est un peu perdu si on ne nous dit pas quoi faire. Ça va prendre 2 minutes. On va, du coup, lancer un nouveau projet de réhabilitation. J'imagine que vous travaillez aussi en projet de réhabilitation là-dessus. Et en attendant... du coup, Stéphanie, on a vu qu'on va utiliser des épurateurs d'eau, on va utiliser des... Qu'est-ce qu'on avait dit ? Des épurateurs d'eau, on va utiliser des éoliennes et on va utiliser des pompes à eau pour faire magiquement arriver de l'eau dans notre terre stérile. J'imagine que ça ne se passe pas particulièrement comme ça quand on doit réhumidifier le sol dans votre travail. Ouais, là, on est sur un cas extrême parce qu'il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien sur des hectares et des hectares. Bon, attends, il faut que je relance. Ouais. On t'écoute, Stéphanie. Sur Terre, on n'est pas sur des situations comme ça. En général, il y a des cas où il y a vraiment destruction totale. J'en discutais tout à l'heure, il y a l'exemple en Alberta où il y a les sables bitumeux qui sont utilisés pour produire du pétrole. Et quand il y a ces excavations qui sont faites, effectivement, on enlève tout. Et ensuite, on doit restaurer un écosystème à partir de quasiment rien.
mais quasiment rien. Il y a quand même tous les autres écosystèmes autour. L'eau est encore présente, il y a un climat qui fonctionne, qui amène aussi de l'eau. Et on va surtout chercher à mettre ce qu'on appelle des espèces pionnières, c'est-à-dire à amener les premières espèces capables de s'installer sur un sol nu. On n'en part pas de zéro à ce point. Oui, parce que vous avez vu qu'on est sur une terre particulièrement stérile dans ce jeu pour l'instant, qu'on va arriver à lancer, je vous assure. On est des professionnels ici. Alors, le cas le plus courant, en fait, ça va être... c'est un peu l'inverse de ce jeu, c'est que souvent on a ce qu'on appelle des pressions sur les écosystèmes qui sont liées aux activités humaines. Et le premier réflexe qu'on a quand on veut restaurer un écosystème, c'est-à-dire quand on parle de restauration, c'est qu'on veut revenir à un état antérieur, ce qui n'est pas toujours possible parce que si on a tout excavé, il n'y a pas d'état antérieur retrouvable. Mais bon, l'idée c'est quand même de revenir à un état qui ressemble à ce qu'il y avait avant. Et la première chose qu'on va faire, c'est d'arrêter les pressions humaines sur ces écosystèmes. Et après, d'agir avec des machines pour essayer de corriger les modifications qui ont été apportées par les humains, quand c'est faisable. Sur les écosystèmes de montagne, c'est facile. On a des photos aériennes qui datent des années 70. Les aménagements sont récents en altitude. Donc si on voit qu'il y a des drains qui ont été faits, c'est pas très compliqué d'aller combler ces drains. C'est faisable. Quand on est dans la vallée du Rhin ou du Rhône, les aménagements sont un peu plus anciens et en plus on a occupé des espaces qui font qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc on ne va pas du tout avoir la même stratégie. Ça c'est très intéressant sur la durée d'habitation des humains. Voilà qui nous... ça y est, on peut enfin lancer le jeu, promis. Hop, voilà. Et là du coup on va pouvoir suivre ce qui se passe à l'écran. Donc du coup on va pouvoir suivre, du coup Neil, tu peux suivre exactement ce qui est dit par le tutoriel, je n'ai pas besoin de te guider là-dessus. Bon, tant pis. On va le faire, voilà. C'est bon, c'est réapparu. Donc tu peux te déplacer en appuyant sur la molette, en appuyant dessus. Et clique dessus, voilà, comme ça. Et après, on peut se déplacer avec les flèches, voilà. Et en fait, tu peux dézoomer rapidement. Et là, normalement, on arrive à la phase de jeu où, ça y est, on nous guide sur quoi faire. Donc tu avais bien raison, on commence par une éolienne là-dessus. Oui, voilà. Donc on est d'accord que ça ne se passe pas comme ça particulièrement, d'autant plus que l'éolienne, vous avez vu, elle est raccordée à absolument rien pour fonctionner. Donc elle n'a pas besoin de générateur d'électricité pour stocker toute cette électricité. Là, j'ai envie de dire, c'est le bon contexte pour mettre une éolienne parce que justement, il n'y a aucune biodiversité. Donc là, on ne risque pas d'avoir un impact sur des chauves-souris ou des oiseaux. Et du coup, ce qui est intéressant là, c'est qu'on commence ce jeu, on a une terre complètement stérile, qu'on peut présumer a été rendue stérile par les humains, et on commence le jeu en plaçant un tas de machines dans tous les sens, et on va continuer, vous allez voir, à placer un tas de machines dans tous les sens, c'est ce que Neil continue à faire, et il n'a pas besoin de nous pour être guidé, c'est ça qui est formidable. Donc du coup, là, on parle vraiment d'un interventionnisme technologique assez fort dans vos travaux de restauration. Est-ce que c'est souvent très interventionniste de la part de l'homme ou comment vous arrivez à doser à quel point vous devez intervenir et sur quel pan vous intervenez? En fait, il y a des débats entre les scientifiques sur la façon d'intervenir sur un écosystème pour le restaurer. Parce qu'effectivement, il peut arriver qu'on utilise des grosses machines pour restaurer des écosystèmes. Il peut arriver qu'on déplace des quantités de terre très importantes, qu'on mobilise des tractopelles, qu'on terrasse. Et ça pose question parce qu'il y a un coût CO2 à tout ça, à toutes ces activités. Ça marche avec du pétrole. Donc il y a un peu débat. C'est vrai que là, on est sur un cas extrême où on part de tellement loin que si on voulait laisser la nature évoluer toute seule, en plus on ne sait pas ce qu'il y a autour. On ne sait pas quel est le climat. Donc si on voulait laisser la nature évoluer seule, elle y arrive très bien. La Terre a été colonisée par la vie à un moment donné. donc la vie peut évoluer seule, mais sur des pas de temps qui ne vont pas forcément être compatibles avec nos durées de vie, nous humains. Donc c'est ce qui fait que certains vont être très interventionnistes et vont mobiliser des machines et donc de l'énergie pour remettre l'écosystème dans un état qui leur convient. Je vois des exemples assez courants où on veut restaurer des zones humides. Restaurer des zones humides, si elles ont été remblayées avec 3 mètres de remblai, la première chose à faire, ça va être d'enlever les remblais. Oui, donc là on a une intervention très forte, très mécanique, très brute là-dessus pour intervenir même sur la topologie de la Terre. J'imagine que dans des zones qui ont besoin d'être restaurées plus finement, là on a des interventions humaines qui sont plus subtiles ou qui sont même beaucoup moins présentes. Il y a d'autres approches qui se basent sur l'ingénierie écologique
On va plutôt chercher à utiliser des mécanismes naturels existants pour obtenir le résultat qu'on veut. Donc par exemple, je prends des exemples de zones humides qui ont été asséchées, je connais bien les zones humides, donc j'ai beaucoup vous parler de zones humides, où on va ramener de l'eau. Ça tombe bien parce que Neil, tu dois continuer à humidifier. Donc place des éoliennes, des purificateurs. Les éoliennes, ça se place sur les rochers. De préférence, les machines pas trop près les unes des autres pour faire le plus d'herbe possible pour l'instant. Voilà. C'est les machines qui font de l'herbe. C'est les machines qui font de l'herbe. C'est quand même beau, hein. C'est magique. D'ailleurs, est-ce que Neil, tu peux zoomer un petit peu sur les machines qui font de l'herbe pour voir un peu comment elles fonctionnent? On peut zoomer. Amène-nous près d'une machine qui fait de l'herbe parce que je veux voir comment ça marche dans le futur. Ah, on amène des plantes et ça fait de l'herbe assez magiquement. C'est quand même beau ça. Ok. Voilà. Je vois. Ça fait de l'eau. L'ingénierie écologique, on va essayer de s'intéresser à des processus naturels qui vont avoir des petits changements qui vont avoir un gros effet. Donc si je prends l'exemple de zones humides où les cours d'eau avaient été surcreusés pour empêcher les débordements sur les côtés, et où on est venu avec des pioches pour creuser des petits canaux qui ramenaient l'eau sur la zone humide. En fait, au début, on ramène un peu d'eau, et puis après, l'eau, elle creuse toute seule, et elle réussit à revenir sur la zone humide en faisant le reste du boulot. Et après, on n'a plus rien à faire. Toute la végétation va évoluer du fait de cet apport d'eau d'elle-même vers l'état qu'on veut. Donc là, c'est pas de machine. Donc c'est un premier geste qui va normalement créer une cascade qui va pouvoir nous permettre de restaurer cet écosystème, mais sans particulièrement intervenir à toutes les étapes finalement. Et on peut aussi avoir des approches sur un même type d'écosystème très variable. Par exemple, il y a un grand mouvement de renaturation des cours d'eau. Donc dans les années 50, 60, 70, en France, on a rectifié les cours d'eau, c'est-à-dire qu'on les a rendus tout droit, de manière massive. Et donc maintenant, on se dit, c'était pas une bonne idée. Et les cours d'eau, il vaut mieux qu'ils soient sinueux. C'est plus intéressant, ça crée plus de biodiversité, ça retient l'eau sur les versants, ça fait que l'eau elle part moins vite et qu'on peut la retenir sur nos terres. Et la façon de faire ça, il y a plusieurs approches. Il y a l'approche par les machines, où on va aller creuser un chenal sinueux. Et il y a l'approche par les bouts de bois, où on va aller mettre des bouts de bois dans la rivière. Alors souvent, on va appeler ça castor mimétique, pour dire qu'on imite ce que faisaient les castors naturellement. Et c'est les bouts de bois qui vont contrarier l'écoulement de l'eau, et qui fait que ça va se mettre à déborder, qu'il y a des sédiments qui vont s'accumuler derrière les bouts de bois, et qu'on va recréer des rivières bien plus naturelles. Très bien. Et ça conclut vraiment très bien notre petit propos liminaire parce qu'on a fait pousser du gazon et vous avez vu que ça a fait magiquement apparaître des arbres. C'est quand même pas mal l'écologie de science-fiction là-dessus. Donc la première étape de notre restauration, c'était de ramener de l'humidité qui, on a vu en cascade, ramener du gazon, ramener magiquement des arbres aussi, hein, bien sûr. Mais évidemment que ça va être plus complexe à partir d'un certain moment. Là-dessus, donc, ce qu'on peut voir que Neil est en train de continuer à faire, c'est que Neil il doit faire encore 182 carrés de gazon. Donc on va laisser Neil continuer là-dessus, parce qu'après on va pouvoir développer d'autres choses, parce qu'on est d'accord que avoir du gazon partout, c'est pas particulièrement intéressant écologiquement là-dessus. Ça dépend combien il y a d'espèces dans votre gazon, mais si c'est une seule espèce. Voilà, donc notre pelouse américaine, gazonus, celle-là on la veut pas là-dessus. Et je trouvais très intéressant ce que tu as dit sur le castor mimétisme. Est-ce qu'il y a d'autres processus dans vos processus de restauration qui vont s'inspirer de processus animaux à part le castor? Oui, donc ça c'est tout le domaine du génie biologique qui s'intéresse justement à ce qu'on appelle l'imitation des modèles naturels. Donc on va regarder comment la nature fonctionne et on va essayer de l'imiter. Et ça va permettre de développer ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature. Ou si on reprend les cours d'eau, par exemple, on a parfois des problèmes d'érosion de berges. Et comme les humains adorent construire à côté des rivières, parfois on ne peut pas se permettre de laisser la berge s'éroder. L'érosion de la berge, c'est un phénomène complètement naturel. C'est normal, les rivières, ça vit, ça bouge, ça grignote des berges par endroits, les sédiments se déposent ailleurs. Ça, c'est la vie d'une rivière. Des fois, ça déborde. Et voilà, on a construit des routes à côté, on a construit des habitations, donc on veut pas. On veut pas que la berge s'érode. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met du béton pour stabiliser la berge, ou des gros blocs. Et ça, c'est une approche en génie civil. Faire pause, Neil, de 2 minutes, le temps qu'on finisse cette question. Et donc l'alternative, c'est d'étudier comment se développe la végétation sur des berges qui ne s'érodent pas, et d'essayer de recréer cette végétation sur les berges qui s'érodent. Donc on va aller chercher les saules ça marche super bien.
On va prendre des saules qui poussent localement et on va mettre en place des structures avec du bois et des boutures de saules qui sont vivantes et qu'on va insérer dans les berges. On peut renforcer ça avec des cailloux ou pas selon les enjeux qu'il y a à préserver. Et on va permettre à ces saules de se développer. Et une solution de fonder sur la nature qui a bien marché, on est incapable de la repérer dans le paysage par la suite. Et on va restaurer toutes les fonctions écologiques, ce qu'on appelle les ripisylves, c'est-à-dire que les rivières qui poussent, les forêts qui poussent au bord des rivières. On va permettre aussi à la faune de circuler, des insectes, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Donc c'est des solutions qui sont très intéressantes, mais qui ne sont pas encore suffisamment généralisées. Oui, on est encore très interventionniste, façon humaine. Et pourquoi c'est pas encore très généralisé? C'est plus compliqué, c'est plus cher? Eh ben, c'est mes collègues sociologues qui s'intéressent à ces questions-là. Alors pourquoi? C'est pas plus cher. C'est qu'en fait, en génie civil, on peut mettre des chiffres. On peut dire ça résiste à la crue centenale, ça résiste. On peut vraiment chiffrer les choses et c'est efficace tout de suite. Par contre, au cours du temps, les ouvrages de génie civil se dégradent. Le génie biologique, on n'est pas vraiment capable de chiffrer. On n'est pas capable d'aller mettre des chiffres comme ça derrière. Et en plus, c'est des ouvrages qui vont être efficaces, de plus en plus efficaces avec le temps. C'est-à-dire que les 2-3 premières années sont fragiles parce qu'il faut le temps que la végétation se développe. Et donc, ça demande de changer un peu de paradigme. Après, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas d'enjeu fort et on pourrait se permettre d'utiliser du génie biologique. Et après, c'est aussi des produits qui sachent le faire et aussi des gens qui y pensent au moment de la commande. Voilà, donc tout un tas de systèmes imbriqués finalement qui font que c'est assez compliqué. Et ben ça tombe très bien qu'on parle des berges parce que là on arrive à une deuxième phase du jeu, là où je vais dézoomer un petit peu pour qu'on voit un petit peu mieux la carte, puis je vais nous monter un petit peu là. Ce qu'on a vu, c'est que tout à l'heure on était dans une plaine où il n'y avait pas grand chose, mais en fait en réalité on était près du lit complètement asséché d'une rivière. Et là il va s'agir de remettre de l'eau dans la rivière, et la manière dont on va le faire, que tu as déjà commencé à regarder, c'est qu'on va utiliser des pompes à eau qui vont venir pomper l'eau, on imagine des strates souterraines ou des nappes phréatiques pour revenir magiquement mettre de l'eau dans les rivières. Donc on peut commencer à faire ça. Là je vois que tu as bien lu la description. Tu peux placer du coup des éoliennes et des pompes à eau près du lit de la rivière. Là-dessus, est-ce que ça arrive dans les projets de restauration est-ce que c'est intéressant en projet de restauration de restaurer des cours d'eau ou de changer le débit des cours d'eau en restauration? Alors, en général, ce qui est intéressant, c'est de faire sauter ce qui empêche le débit des cours d'eau de varier. Nos cours d'eau en France sont pratiquement tous régulés par des barrages et les niveaux sont complètement régulés par les humains. Donc ça pose un tas de problèmes pour un tas d'espèces qui ont besoin de crues, pour pouvoir, la petite massette, qui est une espèce emblématique de cours d'eau, s'il n'y a pas des crues régulièrement, elle ne peut pas se maintenir parce qu'elle a besoin que les crues arrachent la végétation pour qu'elle puisse s'installer. C'est des phénomènes qui sont naturels et voilà. Donc chez nous, les cours d'eau sont extrêmement régulés et donc c'est pas fou. Par contre, créer des cours d'eau ex nihilo, je l'ai déjà vu. Il y a un grand projet de restauration très intéressant je ne sais plus si c'est en Alsace ou en Lorraine, mais sur l'île de Kems. C'est un immense projet de restauration qui a consisté à créer une rivière en dérivant l'eau du vieux Rhône. Donc c'est complètement artificiel, le cours d'eau est régulé, mais ça permet à cette rivière de traverser l'île de Kems, qui a été par ailleurs complètement restaurée avec mise en place de végétation, un peu tout ce qu'on voit là. La différence, c'est que la végétation, elle n'arrive pas par magie, elle arrive par les côtés. Enfin, il y a une partie qui est apportée par les humains et une partie qui arrive... Oui, avec des semences et des pieds, j'imagine. Mais effectivement, là, on a un cours d'eau complètement artificiel dont l'arrivée est régulée par les humains. Et pourquoi on a ça? C'est parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est des endroits qui ont été tellement modifiés, où les rivières ont été tellement, de manière majeure au XIXe siècle, qu'il n'y a aucun retour en arrière possible. Ou alors on vire tout le monde. Ok, donc là on a plus intérêt à recréer un lit de rivière, un cours d'eau ex nihilo que d'essayer de revenir à cette forme-là. Et on accepte d'avoir quelque chose qui est artificiel et qui est géré par les humains, mais qui permet le développement de tout un tas de poissons, et puis d'une petite zone humide qui s'installe de part et d'autre. Enfin, voilà. Ça permet d'amener des choses qui sont intéressantes dans un environnement qui est très dégradé, par ailleurs. Super.
On va juste finir le projet pelouse avec Nil numéro 1 du coup. Donc Nil numéro 1 vient de débloquer ce qu'on appelle le calcificateur qui lui permet de changer la densité des berges de la rivière pour pouvoir placer des nouveaux blocs de béton sur lesquels construire nos éoliennes. Si c'est pas formidable ça, ce qu'on peut faire avec l'écologie. Donc Nil, comme tu peux voir, tes éoliennes, tu ne peux les mettre que sur des blocs de béton et tu vas devoir mettre des blocs de béton sur le nord de la carte a priori pour pouvoir placer de nouvelles éoliennes, pour pouvoir placer du gazon sur le nord de la carte parce qu'il te manque encore 25% de gazon pour qu'on puisse passer à d'autres choses que du gazon là-dessus. J'en profite pour me tourner un petit peu vers la salle. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tous les processus dont on vient de parler là en première partie pendant que nous gazonnons le nord de la carte? Oui. Comment? Oui. Oui, le Rhin. Je confonds tout le temps les deux. C'est terrible. Oui, oui, après elle retourne au canal. Je ne sais plus si c'est un canal ou... Je ne sais plus si c'est le Vieux-Rhône ou si c'est le canal, parce que les deux ne sont pas très loin l'un de l'autre. Je pense que c'est le Vieux-Rhône. Et elle retourne au Vieux-Rhône après. Mais entre-temps, elle a inondé des forêts, elle a... Enfin, c'est quand même intéressant. Là, pour le coup, ça a été fait avec des machines. Hein. Sur, voilà, au moins, un ou deux, ouais, au moins. Ouais. C'est quand même conséquent. C'est quand même... Là, c'est un des plus gros projets de restauration que j'ai vu en France. Aux États-Unis, on fait des projets de restauration à très très grande échelle, parce qu'ils ont de la place. Chez nous, en Europe de l'Ouest, c'est plus compliqué. Donc là, c'est un des plus gros projets de restauration que j'ai vu. Et on est sur une rivière avec un lit plutôt canal ou vraiment un lit qu'on essaye de faire au plus naturel comme tu as expliqué tout à l'heure Alors, à l'aide de pelleteuses. Oui, oui, j'imagine ils ont quand même. dessiné une rivière bien sinueuse. Ok. Par contre, ce qui peut se discuter, c'est que ce dont on s'est rendu compte petit à petit, c'est que ces rivières qui sont creusées à la main, enfin à la machine, finalement l'eau s'écoule très vite dedans et elle n'est pas tant retenue et elle déborde pas tant que ça par rapport à ces cours d'eau qu'on arrive à retrouver en mettant du bois mort, en mettant des choses, voilà, en recréant des mécanismes un peu plus naturels. Ça reste mieux qu'une rivière toute droite. Oui. Voilà. Après, l'important c'est aussi d'avoir des berges douces. Souvent, la tendance c'est de faire des berges un peu trop raides et dans ce cas-là, on ne peut pas avoir le développement de zones humides. Pour qu'il y ait des zones humides, il faut que le sol soit gorgé d'eau. Et donc, il faut rester proche de la nappe d'accompagnement du cours d'eau, et donc il faut des plantes vraiment très douces. Quand vous parliez de discussion au sein de l'idéologie, on se passe, ça crée beaucoup de discussions, ce paradigme que pour corriger l'action humaine, il faut de l'action humaine. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, c'est la question de pas de temps et aussi d'où on part. Plus on part d'un écosystème qui va être très dégradé, et plus, si on veut laisser faire la nature, ça va vraiment prendre énormément de temps. Et donc, on ne va pas être capable de l'accepter. Parce qu'on a envie que les choses se passent sur notre durée de vie, en fait. Hein. Et par contre, sur des écosystèmes peu dégradés, parfois, on est très interventionniste. Et là, il y a des discussions. Parce que pourquoi intervenir autant sur un écosystème ? Et après, il y a d'autres questions qui se posent. C'est qu'on est aussi, nous, très attachés à certaines espèces et à certains milieux qui sont souvent l'héritage de pratiques humaines anciennes, notamment agricoles. Et ces pratiques humaines ont disparu, des milieux se sont refermés par exemple, donc il y a la forêt qui a envahi des milieux qu'on appelait ouverts, donc des prairies. Et en fait, beaucoup d'opérations de restauration consistent à couper les arbres et à remettre des pratiques agricoles de fauche ou de pâturage extensif pour permettre à ces prairies d'exister. Mais en fait, c'est artificiel. C'est-à-dire que la libre évolution, ces écosystèmes, naturellement, ne peuvent pas se maintenir dans la durée sans une présence humaine. À l'opposé de ça, il y a ce qu'on appelle la libre évolution, où on laisse l'écosystème se débrouiller tout seul. Et on le laisse évoluer, mais on n'aura peut-être pas les espèces qu'on voulait dessus. Et du coup, ça, c'est lié à des modes de pensée de chercheurs, d'acteurs qui sont différents. Oui, c'est un héritage culturel aussi. Hein. Il faut voir que ces habitats et les espèces qui sont dessus, c'est quand même une immense diversité biologique qui s'est créée au fil des siècles. Et on y est forcément attaché. Et donc il y a une dimension patrimoniale. Donc là, on est sur des aspects de sociologie. Hein. Alors attends, Nil, avant de mettre le giga laser, on va le faire ensemble. Voilà, moi je dis pas que c'est bien ou c'est mal, c'est des choix de société en fait. On est attaché à certains types d'écosystèmes, on veut les maintenir, et pour ça, on va faire des choix sur un type d'écosystème plutôt qu'un autre qu'on va trouver plus ordinaire et moins intéressant. Moi j'avais une question en termes de temporalité de restauration.
restauration. C'est-à-dire que vous cherchez à restaurer des écosystèmes en vous basant sur un modèle de l'écosystème il y a 2 siècles. Vous essayez de remonter plus loin en vous disant, par exemple, au Moyen-Âge, ils étaient peut-être plus préservés. Et du coup, avec les écrits qu'il y avait, vous essayez de rebâtir ou d'imaginer, je sais pas, peut-être qu'avant il y avait plus de castors, ou il y avait plus de cerfs, et du coup, vous essayez de recréer ces écosystèmes il y a vraiment très longtemps. Je pense que là, on est au cœur des thématiques les plus débattues en écologie. Petite interruption avant de débattre justement de ça, pour donner quelques instructions à notre Neil national. Donc Neil, le giga laser qui creuse les rivières, on le fera après, si ça te va, comme ça on pourra en discuter à un moment où ce sera hyper intéressant. En attendant, je pense qu'il te manque un peu de pelouse sur la gauche et un peu de pelouse sur la droite. Il faut que tu nous complètes de la pelouse encore sur les zones où il n'y en a pas. Voilà, donc il y a une éolienne à droite où tu peux mettre de la pelouse, et il faudra mettre un bloc de béton dans la zone en haut à gauche où il n'y a pas de pelouse. Voilà. Si tu peux nous faire ça pendant qu'on débat sur des débats particulièrement complexes. On va peut-être finir de répondre, je crois, à cette question avant, mais on note bien votre question là-bas. C'est une question super intéressante, c'est ce qu'on appelle la question de l'écosystème de référence. C'est-à-dire que quand on dit écologie de la restauration, ça suppose de restaurer quelque chose qui a existé. Et la question, mais ça existait quand ? Alors quand on est en altitude, c'est facile. On regarde ce qui s'est passé il y a 40 ans et on essaye plus ou moins de le restaurer. Quand on est sur des milieux qui ont été modifiés il y a 4 siècles, le sens, ça n'a plus vraiment de sens. Donc dans ce cas-là, on parlera souvent de réhabilitation. Et après, on a un autre mouvement qui est apparu, c'est le rewilding, qui est plus récent en Europe. C'est l'idée d'aller carrément chercher des espèces qui ont disparu il y a plusieurs siècles. Alors on parle de l'auroch, on parle du bison, et d'essayer de réintroduire ces grands herbivores dans des espaces où par ailleurs les humains n'interviennent plus. Donc on sort les humains, on remet les aurochs, on met les bisons et on voit ce qui se passe. Et donc c'est vraiment des approches qui sont extrêmement différentes. Et encore une fois, c'est des choix. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut mixer les approches. C'est encore le plus sûr. Mais voilà, il y a vraiment un débat là-dessus. On avait votre question aussi. Là, moi, je parlerai des retenues existantes. Je ne parlerai pas de création de nouvelles retenues, parce que ça, c'est un autre débat. Sur les retenues existantes, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont là. Donc, j'ai envie de dire, quand on crée une retenue, on a un impact au démarrage, parce qu'on les installe sur des écosystèmes qui sont en parfait état, qui fonctionnent très bien, qu'on n'a rien demandé à personne, et on va les détruire pour installer une retenue. Ça, c'est une réalité. Donc, une fois qu'ils sont installés, qu'est-ce qu'on peut faire de ces retenues pour qu'elles puissent jouer un rôle dans le paysage ? Il y a un truc qui n'est pas du tout présent dans le jeu, depuis tout à l'heure je tique dessus. Mais c'est la notion de paysage. C'est-à-dire qu'un écosystème, il n'est pas tout seul, à part les écosystèmes, les îles, et encore, même les îles, elles sont isolées, certes, par rapport à d'autres, mais il y a quand même des interactions qui viennent de l'extérieur, des choses qui viennent de l'extérieur. Et donc voilà, donc les retenues, elles font partie du paysage aquatique de nos montagnes aujourd'hui. C'est des plans d'eau. À l'échelle mondiale, les plans d'eau artificiels, le nombre explose, alors que les plans d'eau naturels, leur nombre décroît. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces plans d'eau ? Est-ce qu'on en fait des lieux stériles où il ne se passe rien, voire des pièges écologiques, c'est-à-dire des endroits où les animaux viennent mourir ? Ou est-ce qu'on admet qu'ils sont là, qu'ils sont utilisés par la faune ? Ça, on a pu le constater. Et on essaye déjà d'éviter que la faune qui s'installe dedans meure, première étape. Et deuxième étape, on essaye de rendre les conditions les plus favorables possibles à ce qu'il y ait davantage de biodiversité. Après, il ne faut pas rêver, on ne va pas retrouver la biodiversité exceptionnelle d'un lac d'altitude. Mais on va avoir de la vie. Et parfois, ça peut servir de relais au sein de grands paysages où il y a des zones humides qui ont disparu. Des amphibiens, par exemple, vont pouvoir s'en servir comme zone relais entre des zones humides naturelles pour venir s'y reproduire, que les individus puissent se mixer, parce que quand les populations sont isolées, elles se mettent en danger parce que génétiquement elles sont plus assez diversifiées. Donc voilà, ça va servir c'est des écosystèmes qui peuvent au moins servir de relais pour certaines espèces. Donc autant les rendre les plus attractifs possibles et surtout enlever ces pièges écologiques qui peuvent se créer dessus.
Et on va y revenir d'ailleurs tout à l'heure sur les pièges écologiques. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que Neil nous a fait une super bille, du coup, toute pleine de gazon. On a atteint le premier stade de notre restauration écologique où nous avons ramené globalement l'humidité et les premières plantes sur notre île. Et si vous voyez, est-ce que Neil, tu peux aller zoomer sur les petites biches qui sont tout en haut? On a des oiseaux qui sont revenus, on a des petites biches qui sont apparues aussi. Alors elles sont apparues ex nihilo hein, dans notre jeu. Elles sont un petit peu plus à gauche de ton curseur maintenant. Voilà, là tu peux zoomer, il y a des petites biches. Et oui, voilà pour qu'on aille les voir un peu. Et ce qui est normalement, on a aussi des petites abeilles qui sont revenues, on a des premières formes de vie qui sont revenues avec cette première restauration de notre environnement là-dessus. J'imagine que les biches et les abeilles ne réapparaissent pas ex nihilo dans les efforts de restauration, ce serait trop beau. Ça dépend si vous avez une prairie diversifiée qui s'installe et que vous avez des abeilles pas très loin, elles vont sûrement y revenir assez rapidement. Ah, tout n'est pas perdu alors. Par contre, les premiers animaux que vous aurez, à mon avis, c'est plutôt ce qui va se passer dans le sol. C'est-à-dire qu'il y a une vie biologique du sol qui est extrêmement importante et qu'il y a la première forme de vie qu'on va chercher à revenir sur une terre stérile comme ça, et c'est celle qu'on observera sur les volcans par exemple, hein, sur une coulée de lave où il n'y a rien. Les premiers organismes qui vont s'installer, c'est les micro-organismes, c'est les bactéries, c'est les algues, qui vont être capables de recréer les conditions d'un sol beaucoup plus fertile, enfin, qui va devenir fertile, et où ce sera beaucoup plus simple pour les autres organismes de se développer. Donc, avant d'avoir les cerfs et les biches, vous aurez plein de trucs dans le sol que vous ne verrez pas. Oui, parce que les biches, c'est quand même vachement plus mignon dans un jeu vidéo. Donc c'est pour ça qu'on nous met des biches tout au début. On va pouvoir remercier notre premier Neil qui nous a fait franchement le premier pas très important pour la restauration de notre île. Donc merci beaucoup premier Neil. Titouan, j'ai bien noté. Hein. Donc, tu as le droit de te réappeler Titouan maintenant, merci. Je refais du coup un autre appel dans la salle, vu que nous avons des nouvelles personnes. Y a-t-il un vrai Neil dans la salle? Non, toujours pas de Neil dans la salle. Dans ce cas-là, avons-nous un deuxième ou une deuxième volontaire? Vous avez vu que c'est pas compliqué. En plus, vous avez une équipe d'experts devant pour vous souffler les réponses si besoin. Pour la deuxième étape, qui va être, maintenant que nous avons fait du gazon absolument partout, on va faire cramer tout ça pour restaurer un biome plus diversifié, parce que le gazon, ça va bien 5 minutes, mais les forêts, les prairies et les zones humides, c'est quand même vachement plus sympa. Donc c'est ce qu'on va faire en deuxième étape, pour ramener autre chose que des biches. Je vous préviens, il y aura des loups et des ours, voilà, et des marmottes. Eh bien, bienvenue, Neil, du coup. Neil numéro 2, tu peux venir prendre place. Neil numéro 2, est-ce que tu as déjà tenu une souris dans ta main? Ok, donc index gauche, index droit sur le bouton. Voilà. Donc, c'est très simple, on zoome des zooms à la molette. Et là, nous avons atteint l'étape 2 où maintenant, comme vous pouvez le voir, on va devoir remplir la jauge en haut à gauche à part égale, du coup, entre zone humide dans le tiers avant gauche, en petite prairie pleine de fleurs. Alors, ils appellent ça du nom... quel nom ils appellent ça? Voilà, des fynbos. Alors j'ai été sur Wikipédia chercher ce qu'était fynbos. Est-ce que, du coup, Stéphanie, est-ce que tu sais ce que c'est un fynbos? C'est un type de steppe très spécifique avec des plantes grasses en Afrique du Sud. Voilà. Vu que c'est un jeu qui est fait par un studio d'Afrique du Sud, nous allons du coup dans notre vallée fluviale alpine mettre des fynbos. Je pense que ça va bien se passer écologiquement là-dessus. Mais bon, globalement, c'est des prairies avec des fleurs diverses et variées, des petits buissons, des trucs comme ça. Et donc notre objectif, c'est de restaurer à part égale des zones humides, des fynbos et des arbres. Pour restaurer les zones humides, c'est pas très difficile. C'est la première machine qu'on va aller placer près de nos plots en eau qui sont près des rivières, ceux qui sont en surbrillance bleue. Par exemple, celui tout à droite. Voilà. Et pouf, on va créer une zone humide comme ça. C'est pas formidable. Voilà. Et j'imagine que si on zoome dessus, on va trouver des grenouilles et ça va être bien. Les petites grenouilles. Ah, les biches, elles sont intéressées tout de suite. Hein. Pas encore de grenouilles? Il nous faut plus de zones humides alors. C'est pas assez. Les biches ont disparu? Ah. C'était donc ça le piège écologique dont on parlait? Elles sont mortes noyées, ça c'est dommage quand même. 5 minutes de création. Voilà. Et si jamais on n'a pas assez de créateurs de gazon près de l'eau, on va pouvoir en placer d'autres qui pourront permettre de faire des zones humides. Pour les zones de prairies de l'Afrique du Sud, on met des ruches sur les arbres, évidemment, comme on fait, j'imagine, en restauration dans la vraie vie. Et après, pour la forêt, ce sera plus compliqué. C'est là qu'on va commencer à faire cramer des choses, et ça va être rigolo. Mais on va déjà installer les 2 autres zones, si ça vous va, et après, on fera cramer le reste.
Et du coup, c'est le moment de parler vraiment de ton terrain d'expertise, littéralement, qui sont les zones humides. Alors, pour les gens comme moi qui ont demandé la définition très bêtement par téléphone quand on a pris contact, est-ce que tu peux nous redéfinir ce qu'est une zone humide? J'imagine qu'il y a de l'eau, mais à quel point? Alors, la définition est extrêmement fluctuante. Il y a une définition des zones humides dans la loi française qui cadre les choses et qui dit si vous respectez ces critères-là, c'est une zone humide, sinon, c'en est pas. Donc ça, c'est quand même très pratique. Donc la loi française, elle va regarder les espèces qui sont présentes spontanément sur le site, c'est-à-dire celles qui n'ont pas été plantées, et si dans le sol, quand on creuse, il y a des traces de rouille qui apparaissent. Si vous vous êtes déjà amusé à creuser, sinon faites-le. Dans le sol d'une zone humide, vous verrez que le sol a des taches de rouille. C'est très rigolo. Et l'autre solution, c'est qu'il y ait de la tourbe. Voilà. D'accord. Donc je simplifie un peu, mais globalement, en France, une zone humide est définie comme ça. Ouais. Ah bon, on y viendra. Et donc, dans le monde, une zone humide, c'est généralement en écologie définie comme une zone où il y a de l'eau, au moins, où le sol est gorgé d'eau pendant au moins une partie de l'année. Voilà. Et donc, quand on dit gorgé d'eau, ça veut dire qu'il y a suffisamment d'eau. Quand on marche, ça fait splotch, quoi. Et pour que... Ça, j'aime bien, c'est mon niveau de définition, franchement, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Non, on a besoin de plus, pardon. Et justement, donc c'est pour revenir sur l'histoire de tourbe, et s'il y a suffisamment d'eau tout le temps, toute l'année, et en fait, il n'y a plus d'oxygène dans le sol, du coup les micro-organismes ne peuvent plus se développer, et du coup la végétation, quand elle meurt, elle ne se décompose pas, et elle s'accumule. Et elle s'accumule sur plusieurs dizaines de centimètres, plusieurs mètres. Ça peut atteindre des dizaines de mètres dans certaines régions du monde, hein, les grandes tourbières de Scandinavie, par exemple. Donc voilà, et c'est lié au fait que le sol est gorgé d'eau et que donc il y a des tas de mécanismes biologiques qui ne se produisent plus. Alors il y a d'autres zones humides où l'eau va être là uniquement en hiver, par exemple, et pas en été. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de tourbe. Par contre, il y aura les traces oranges dans le sol, qui sont liées à l'oxydation du fer qui est présent dans le sol, à cause de la présence d'eau une partie du temps. Voilà. Je ne sais pas si c'est suffisamment précis comme définition. C'est vous qui nous dites là-dessus. Très bien. Je pense que c'est la définition la plus précise qu'on a jamais entendu parler, nous tous, de la zone. Ah mais c'est très bien, on est là pour ça. Pour visualiser l'accumulation des dents qui se décomposent pas, c'est comme de la mousse. Alors on va souvent trouver beaucoup de mousse là-dedans et même de la sphaigne. Mais sinon, ça peut être des racines. En fait, les racines des plantes ne vont pas se décomposer. Donc, il va y avoir des morceaux de racines. Si vous creusez de la tourbe, je ne vous invite pas à le faire. Mais si vous creusez de la tourbe et vous prenez dans votre main, vous pourrez reconnaître des bouts de racines, des bouts de tiges, des bouts de... Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est beaucoup utilisé pour l'archéologie. Parce qu'il se passe tellement rien là-dedans que quand on creuse, on peut retrouver... On a appris beaucoup de choses en histoire grâce à des outils ou du pollen ou des éléments qui sont retrouvés dans la tourbe et qui ne se décomposent pas et qui traversent les siècles comme ça. Et on a des magnifiques tourbières dans le coin, il y a la tourbière de Buitel à Champs-Rousse qui permet d'aller voir ce que c'est. Il y a la tourbière du Peuil aussi, côté Vercors. La tourbière du Peuil. Voilà. On a des grenouilles, ça y est, on a des grenouilles. Et je sais, on avait des petits canards aussi, c'est ça, des cygnes, pardon. Des cygnes, là-dessus, je ne suis pas écologue, hein, les canards, les cygnes... là-dessus. Alors, on en est où, nous, dans notre diversification écologique? Donc, tu nous as fait des magnifiques... c'était quoi, Signos, je sais plus, plaine sud-africaine. Et on n'a toujours pas assez de zones humides, hein, clairement. On va continuer à placer des citernes à gazon. Et les zones humides qu'on voit là, c'est des marais. Oui, c'est des marais. On voit que l'eau est bien visible, il y a des nénuphars, c'est de l'eau peu profonde, en fait. Hein. Donc, l'eau peu profonde rentre dans les zones humides. Et après, des fois, on ne voit pas l'eau, mais partout où il y a des roseaux. Partout, il y a des prairies humides des fois. Oui, oui, c'est vrai que les tourbières, c'est quand même plus caché. Enfin, c'est moins visible à l'œil nu en général. Alors, les tourbières qu'on appelle hautes à sphaigne, on les reconnaît bien. Par contre, c'est vrai qu'il y a des tourbières qui sont recouvertes par la forêt. Et si on ne sait pas que c'est une tourbière, bah, franchement... Oui, on ne le voit pas là-dessus. Mais dans les marais, ça se décompose? Oui, alors ça dépend. En fait, ça se décompose mal. Hein. S'il y a vraiment beaucoup d'eau tout le temps, ça se décompose mal. D'ailleurs, souvent, quand on creuse, ça sent mauvais. Alors, ça sent mauvais, c'est que ça se décompose en même temps. Mais ça va se décomposer moins vite. Après, il y a aussi le facteur climatique qui va jouer. Donc, chez nous, les tourbières, elles sont plutôt en altitude, où en plus il fait froid. Donc, il y a la combinaison de l'eau et du froid qui va vraiment ralentir tous les processus biologiques. Ouais. C'est moi, je suis. Dernièrement, on a arrêté qui a stoppé.
En surface. Non, mais, si elle se porte bien et que c'est vraiment de la tourbière, non, si vous creusez, vous allez vraiment reconnaître. Alors ça se décompose un peu, surtout que selon les tourbières et selon l'état dans lequel elle est, des fois il peut y avoir du drainage qui fait que le niveau de l'eau va baisser un peu et donc il va y avoir plus de décomposition et donc il y a différentes sortes de tourbes plus ou moins décomposées selon qu'il y a de temps en temps des assèchements ou pas. Et puis avec le réchauffement climatique, des assèchements dans les tourbières, on en mesure de plus en plus. Et donc là, la décomposition va réussir à se produire. Mais elle est ralentie. Ça va dépendre de la stabilité de la nappe d'eau aussi. Et là, on en arrive au moment que vous attendez tous. C'est qu'on a assez de marécages, du coup. On a assez de prairies. Du coup, pour pouvoir créer des forêts, les forêts, ça ne se crée pas ex nihilo, a priori, contrairement à tout le reste dans le jeu. Pour pouvoir créer des forêts, il va falloir qu'on crame nos prairies. Et ça, c'est quand même sympa. Du coup, on va placer un amplificateur. Alors nous, on crame des forêts à coups de soleil parce qu'on est écologique ici. J'imagine que quand on fait des brûlages... je ne sais pas si en restauration, on fait des brûlages comme ça. Mais en tout cas, ici, on va placer une énorme antenne laser de James Bond pour cramer des choses. Je te le dis en avance, Neil. Ça va continuer à cramer si ce n'est pas interrompu par du marécage ou par de la rivière, donc place intelligemment ton amplificateur solaire pour ne pas cramer l'entièreté de la carte. Voilà. Parce qu'on ne pourra pas l'arrêter, sauf à coup de giga laser qui creuse la rivière, mais si on peut éviter de faire ça, et que j'intervienne pour empêcher qu'on détruise tout notre travail là d'une heure, voilà. Non, je rigole, on peut revenir en arrière s'il fait des bêtises. Voilà. Là-dessus. Non, c'est pas bon. Moi, je le mettrais sur la rive. Ah non, attends, là, c'est mis là. Parce que là ça cramera tout. Et sinon, ici, ça... Alors là, attention, si on le met en bas, je vous dis, il y a une case ici où le feu passera. Je vous le dis, il y a une case d'herbe qui n'est pas interrompue par du marécage ici. Donc si tu mets dans cette zone-là, ça ira aussi là-bas. Voilà. Donc, en gros, on choisit si on crame la rive nord ou la rive sud, hein, globalement, je crois. Allez, rive nord. Allez, c'est pas mal. Voilà, donc tu vas pouvoir cliquer dessus, normalement, et choisir une cible de brûlage. Alors, est-ce qu'on a une cible valide ? Non, parce qu'il n'y a pas de prairie dans le coin. Alors, on va juste, dans ce cas-là, retourner en arrière. On va placer la parabole 2 cases à droite. Voilà. Pour pouvoir aller brûler la prairie en haut. Ouais, ou là, c'est bien, oui. Et je précise, on ne pourra construire de forêt que sur... c'est très écologique, ça va cramer nos machines aussi. Et comme on le sait, une machine, une fois que ça a cramé, c'est très fertile. Et c'est là qu'on pourra mettre du coup nos débuts de forêt. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va cramer un tas de machines. Les machines, on s'en sert plus, donc tout va bien. J'imagine, alors je pose la question un peu bête, mais j'imagine que quand on crame des matériaux minéraux et électroniques, ça ne crée pas un sol fertile pour la forêt. Non, ça crée de la pollution. Voilà, ça crée de la pollution. Et ben, on peut lancer le feu de forêt là-dessus. Voilà. Donc ça va être tout mignon. Hein. On est dans un jeu mignon. Ici, les feux de forêt, c'est quand même gentil là-dessus. Et c'est le bon moment pour parler des pièges écologiques. Parce que là, nous venons d'intervenir à très grande échelle et très rapidement sur un écosystème où les biches, les grenouilles, les cygnes et toutes ces autres petites bêtes étaient confortablement installées et nous venons de tout cramer. Ce qui va sans doute dérégler un petit peu leur habitat pendant un petit moment. Mais du coup, est-ce que tu peux nous revenir sur c'est quoi la définition d'un piège écologique ? Ouais, je suis fascinée. C'est fascinant. Si vous voulez, on arrête de parler pendant que ça se passe, il n'y a pas de problème. Parce que c'est quand même marrant d'utiliser le feu pour faire venir de la forêt. On utilise le feu, effectivement, mais c'est pour empêcher la forêt. Ah, c'est l'inverse ici. Le piège écologique, oui, c'est une notion qui est vachement importante en fait, parce que la notion de piège écologique, c'est la notion qu'on va créer des conditions qui vont paraître favorables à une espèce, qui du coup va venir s'installer, mais en fait, il y a des éléments de l'habitat qui font que l'espèce soit va mourir, soit ses descendants vont mourir. Du coup, si je reprends l'exemple d'une retenue classique, mais alors pas que d'altitude, hein, d'une retenue n'importe où comme on en voit absolument partout en plaine. Vous créez une dépression, vous mettez une bâche noire, vous mettez de l'eau au fond, et bah du coup un amphibien va se dire chouette, un espace où je peux me reproduire. Donc l'animal se reproduit dedans, sauf qu'il fait par exemple très chaud l'été, au printemps, il essaye de sortir, et si la bâche est un peu longue et un peu glissante, il va pas réussir à sortir, voire il va mourir cramé sur la bâche. C'est un piège écologique.
À un moment, c'était la mode de mettre des nichoirs partout, y compris au milieu d'un rond-point avec des voitures. Si l'oisillon est un oisillon qui ne s'en décolle pas du nid, mais qui par exemple a besoin de tomber à terre pour ensuite vivre quelque temps caché dans les buissons avant de s'envoler, les chances qu'il réussisse à dépasser la voiture est assez faible. On a créé un piège écologique. Donc, un piège littéral, là pour le coup, voilà, c'est à coup de voiture quand en même. plus, on a vraiment mis un nichoir pour l'attirer, donc c'était quand même vraiment pas sympa à la base. Au moins le truc en plastique, le truc d'eau, on l'avait pas mis pour l'amphibien à la base. C'est lui qui s'est dit, tiens, ça a l'air cool. Oui, là c'est le nichoir, vraiment... on avait vraiment cherché à l'attirer. Donc voilà, des pièges écologiques, il y en a beaucoup. Ils sont pas toujours prédictibles parce qu'on se rend pas forcément compte qu'on va créer un piège. Ça demande d'étudier correctement l'espèce, de se rendre compte que ce risque existe. Et donc après, une fois qu'on a identifié les causes, on peut ajuster pour supprimer ce qui va détruire, soit empêcher l'animal d'y accéder, ça c'est une solution. Vous faites en sorte que les animaux qui pourraient être attirés par ça n'y aillent pas. Et s'ils y vont, vous supprimez ce qui peut les tuer, quoi. Voilà. Et donc, est-ce que... donc là, tu semblais très étonné qu'on lance une forêt à coup d'incendie. Ça veut dire que c'est pas comme ça qu'on fait pour créer une forêt, a priori. On a un truc super qui s'appelle les successions écologiques. Pendant ça, je fais juste une petite manu vidéo, vous inquiétez pas. Écoutez ce que dit Stéphanie. C'est l'idée que la vie s'installe selon une succession qu'on va retrouver un peu partout. Donc au départ, il n'y a rien, donc les mousses, les lichens vont pouvoir occuper l'espace, les micro-organismes du sol vont pouvoir arriver, le sol va devenir un peu plus fertile, on a des espèces herbacées qui vont s'installer, parfois dans ce qu'on appelle les espèces pionnières, donc les espèces végétales qui sont capables de pousser dans des sols très pauvres, et ça peut être des espèces d'herbes, ça peut aussi être des arbres. Il y a des arbres qui sont pionniers, hein. Si vous avez une prairie, vous verrez qu'il y a des arbres que vous allez tout le temps retrouver, qui vont s'installer dedans. Et puis petit à petit, il y a des buissons qui vont se mettre en place, les plantules, les jeunes arbres vont devenir des arbustes, des buissons vont s'installer, et puis petit à petit, la forêt, il va y avoir de plus en plus d'ombre, donc il y a des espèces qui supportent pas l'ombre qui vont disparaître. Les espèces pionnières aiment la lumière, donc celles qui n'aiment pas la lumière arrivent après. Et c'est comme ça que petit à petit on va arriver à une forêt. Et puis là il va y avoir des événements. Alors ça peut être la chute d'un arbre trop vieux, ça peut être un incendie qui fait que va y avoir une trouée qui va se faire dans la forêt. La lumière va revenir et la succession va pouvoir reprendre des stades variables selon l'événement qui s'est produit. Ça c'est un peu le modèle idéal, on va dire. Hein. Après il peut se passer des tas de choses. Et notamment, une chose intéressante, c'est que quand on fait de la restauration écologique, parfois on est confronté à des espèces qui s'installent, qui couvrent tout le terrain et qui bloquent l'évolution de l'écosystème. C'est-à-dire que le reste de la succession ne se produit pas. Donc quand on est parfois confronté à ça, donc encore une fois sur des pas de temps humains, parce que je pense que si on attend 4000 ans, il va se passer des trucs. Mais on n'est pas patient comme ça, nous, ici. Voilà. Hein. Mais sur 10-15 ans, ça peut bloquer l'écosystème dans un état qui ne va pas évoluer pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc ça, c'est frustrant pour les gens qui font l'écologie de la restauration. Et donc là, on va intervenir, peut-être pas en mettant le feu, pour favoriser l'installation de nouvelles espèces. Alors, il y a un truc qu'on trouve dans un sol, normalement, ce qui s'appelle la banque de graines. Donc, c'est des graines qui sont soit sur place parce que les espèces étaient présentes avant, soit qui est apportée par l'environnement, par le vent, par l'eau, par les animaux, par les oiseaux, beaucoup, mais pas que, les fourmis, beaucoup aussi. Et donc ces graines, elles aussi, si les conditions sont bonnes pour elles, elles vont pouvoir se développer et ça va permettre de diversifier naturellement le milieu. Et parfois, on va aller plus vite, alors on apporte nous-mêmes les espèces qu'on veut voir se développer. Bon, super. Eh ben, on peut remercier notre Nil numéro 2 qui, à coup de gigalaser, nous a créé une très belle forêt et a permis à nos 3 biomes de se développer. Et on va passer à notre 3e phase. Alors dans cette phase-là, on a du coup 3 biomes qui ont été développés, on a des animaux qui sont venus. Alors on a vu là, contrairement à ce que nous a dit Stéphanie, le jeu vidéo nous dit que quand on plante une forêt, l'ours arrive tout de suite. Je ne sais pas si vous avez vu, les ours ils sont arrivés minute 2, sitôt que toi Nil tu as fait la forêt. Tout ça va très bien, mais on a quand même un processus qui nous manque beaucoup dans cet environnement, c'est que c'est pas encore assez humide pour qu'il pleuve dans cet écosystème de 36 cases par 36, où la pluie ne vient jamais tant qu'on n'a pas augmenté l'humidité ambiante. Et du coup, j'ai besoin d'un Nil numéro 3 ou d'une Nil numéro 3 pour venir faire tomber la pluie à coups d'ensemenceurs de nuages, si c'est pas beau ça. Sinon, Nil numéro 2 reste sur place. Hein. Allez, Nil numéro 3, c'est parti.
Alors, notre Nil numéro 3, on peut l'applaudir parce qu'il a été il a été 4 fois cobaye. Il a été tour à tour Nil, c'était quoi tes noms précédents? Tu as été Edith, tu as été Big Daddy, et dans le premier jeu, tu as été Connor. Voilà, donc on l'applaudit pour être vraiment notre cobaye préféré. Voilà, à toutes nos séances là-dessus. Voilà, à toutes les soirées, à tous les jeux vidéo, on retrouve du coup notre acteur de série B préféré là-dessus. Donc merci Nil d'être là ce soir. Tu peux du coup fermer le livre, on n'a pas besoin des livres, hein. Ici on a des experts. Du coup là, ce que tu vas pouvoir faire, donc pour te dire, on va pouvoir soit commencer à recycler, soit quand même faire tomber la pluie. Donc on va juste retourner dans la catégorie numéro 2 et mets-nous un observatoire pour qu'on puisse savoir où on en est dans la pluie. Voilà. Donc tu peux faire OK. Et là, à droite, maintenant, sont apparus les objectifs secondaires, tout à droite de l'écran, qu'on va pouvoir développer. Et là, en fonction du taux d'humidité, ce qu'on peut voir, c'est qu'à 55% d'humidité, les fougères réapparaîtront sur les rives, les nénuphars refleuriront à 80%, les saumons reviendront quand même dans nos rivières, c'est pas formidable, à 90% d'humidité, mais à 70% on a la pluie. Et je pense que là, on a encore le temps, pour encore à peu près 15-20 minutes, de faire tomber la pluie dans notre superbe écosystème. On n'aura pas le temps, je vous le dis, de recycler, parce que c'est pas le sujet, clairement. Donc on va laisser toutes nos machines en place à la fin de la séance, c'est pas grave, je m'occuperai de les ranger après. Mais en tout cas, on va faire tomber la pluie d'ici la fin de la séance là-dessus. Et du coup, tu peux aller voir dans la catégorie numéro 2, faire OK sur le truc. Que tu as débloqué tout à droite, un ensemenceur de nuages. Alors ça c'est quand même formidable, on le plante et pouf, ça fait des nuages. Voilà. Alors je ne sais pas si tu as la réponse Stéphanie, est-ce qu'on peut créer des nuages dans la vie? Alors question très bête, niveau 0. J'ai entendu parler des ensemenceurs de nuages, mais j'en sais pas plus que vous sur le sujet pour le coup. Voilà. Mais donc ça, a priori ça existe, nous dit l'experte, ça c'est formidable là-dessus. Ok. Et en Chine, j'ai entendu qu'ils l'utilisaient pas mal en agriculture. Voilà, donc les ensemenceurs de nuages, on va utiliser nos zones humides pour générer des nuages là-dessus. Et donc on va pouvoir les placer au mieux qu'on peut. Et si jamais on n'a pas assez de zones humides, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir enfin aussi utiliser le gigalaser créateur de rivières. Parce qu'on ne l'a pas encore utilisé, ce serait dommage. Et on peut augmenter aussi l'humidité en remettant plus de marais, plus de forêts, etc. Donc on va laisser Nil numéro 3. Il sait ce qu'il fait, Nil numéro 3. Hein. Je lui fais confiance. Ah, ça y est, gigalaser. Ok, déjà, tout de suite. C'est parti. Ah non, il veut pas finalement. Il était... Si. Il y avait une question. Pardon, pendant ça, il y a une question. C'est le thème, on parle de Terranil, et tout ce dont on parle ce soir, ça s'applique aussi aux marins, du génie biologique marin. Alors l'écologie marine, pour le coup, j'y connais pas grand-chose. J'ai des collègues avec qui je discute parfois parce que ça existe et que il se trouve que j'ai développé une checklist pour les projets de restauration pour être sûr qu'on ne faisait pas trop de bêtises. Quand on faisait des projets de restauration, qu'on avait écarté les causes majeures d'erreur, et j'avais discuté avec eux pour savoir si c'était très différent au milieu marin. Ils m'avaient dit non, c'est pas très différent. Les facteurs d'échec sont les mêmes globalement. Mais par contre, c'est vrai que je connais beaucoup moins bien les pratiques de restauration en milieu marin. Mais il faut savoir que ça se fait. Encore une fois, dans les milieux marins comme dans les autres, la suppression, et peut-être même encore plus dans les milieux marins, la suppression des pressions humaines, c'est le premier facteur. Alors qu'en milieu marin, vous commencez par supprimer toute circulation de bateaux, de pêche, etc. dans une aire, et là, la biodiversité va exploser très rapidement. C'est quand même le côté sympa de la biodiversité, et là-dessus, le jeu n'est pas faux, c'est que la biodiversité, c'est quelque chose qui répond très vite. Et quand vous vous intéressez au climat, c'est difficile parce que vous savez que dans le meilleur des cas, vous allez garder le climat qu'on a actuellement ou une version un peu moins bien, si vous faites tous les efforts que vous pouvez. Alors que la biodiversité, ça répond très vite. Si vous arrêtez les pressions sur un écosystème, la biodiversité revient à une vitesse spectaculaire. Et je note une chose au sujet de ce jeu que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit qu'il y a une variété d'habitats. Bon là, il y en a 3, 4. Oui, parce qu'on est dans le niveau 1 du jeu. Et puis c'est une petite surface. Tout à fait. Mais l'idée d'avoir une mosaïque d'habitats variés sur une surface, c'est ça qui permet d'avoir le maximum de biodiversité dans un espace. Et ça y est, il pleut. C'est la pluie, bravo Nil numéro 3, tu as été tellement rapide pour faire la pluie, c'est formidable. Moi je suis clairement plus mauvaise que toi à ce jeu, parce que ça me prend toujours une demi-heure de plus, c'est pour ça, mais tant mieux.
Ça veut dire qu'on va pouvoir aller commencer à recycler et donc entamer le processus d'enlever toutes nos machines. Parce que si vous remarquez, on a quand même au moins 3-4 machines par mètre carré hein, à ce stade là-dessus. Oui. Dans le jeu, si c'est trop humide, on ne peut pas faire machine arrière, tout à fait. Mais il n'y a aucune pénalité, en tout cas dans le niveau 1, à ce que ce soit trop humide. Après, dans les niveaux suivants, alors Neil numéro 3 est plus expert que moi dans le jeu. Dans les niveaux plus complexes, est-ce que y a... oui, c'est ça. Il y a des niveaux où si on dépasse un taux d'humidité, c'est un peu foutu. Mais on peut faire... je sais qu'on peut faire monter la température en faisant cramer des choses. Notamment au niveau des glaciers. Ce qui est une bonne chose à faire, a priori, d'après le jeu. Mais est-ce qu'on peut... oui, j'imagine il y a des dessicateurs... Voilà, donc là on est sur un niveau 1 où on ne fait que monter, on ne fait que gagner, surtout c'est très important dans un niveau 1, et dans une soirée comme ça, ce serait un peu embêtant si on perdait et que les loutres partaient. Là on a juste envie que les loutres elles dansent dans la pluie, là-dessus. Eh ben, oui. Ce principe-là de pourcentage avec du coup à 70% et plus, est-ce que c'est. Je vais baisser un petit peu le son. Est-ce que ça marche comme ça en est? Est-ce que comment est-ce qu'on évalue le pourcentage d'humidité dans l'environnement? Alors là, on est sur le cycle de l'eau que je maîtrise pas spécialement. Donc je ne me rends pas compte. Moi, j'ai vu comme beaucoup de gens l'homme qui plantait des arbres, qui a priori tiré d'une histoire vraie, selon les écosystèmes qu'on va. Enfin, si on laisse une terre complètement à nu dans un climat qui par ailleurs est sec, on va venir impacter le cycle de l'eau. Mais j'en sais, honnêtement, je ne suis pas en capacité d'en dire plus là-dessus. Je vais juste vous décrire ce que Neil fait, parce que Neil va très vite. C'est que Neil est en train de poser plein de petites poubelles partout, qui ramasse magiquement toutes les machines qui sont autour de lui, en ne laissant derrière absolument aucun déchet métallique, électronique, toxique, polluant, voilà. Donc on est quand même dans un monde formidable. Donc pour vous dire ce qu'il est en train de faire, il y a un petit vaisseau, un petit aéronef au milieu de la carte, il pose des petites poubelles partout, et après il va envoyer un petit drone marin ramasser les poubelles. Et le but c'est qu'on ait enlevé toutes les poubelles de la carte à la fin. Donc Neil a l'air très bien parti pour le faire, on va le laisser faire là-dessus. Et on avait une autre question là-dessus. Oui. Est-ce que des fois vous vous intéressez un peu à l'impact sociétal justement que les milieux ont sur la population? Parce que là on est dans un cas idéal où il n'y a absolument aucun humain, mais dans la réalité il y a souvent des petits villages, des gens qui habitent pas loin et qui eux ne pas refaire tout l'écosystème à côté d'eux, on va dire on va vachement en fait pendant qu'ils le refont. Et donc du coup quand on leur dit voilà par exemple typiquement en montagne il y a une station de ski, maintenant la station n'existe plus mais vous faites les photos du reste, mais bon on les recyclera jamais. Et est-ce que des fois vous intéressez un peu à l'impact du changement de l'environnement sur les habitations proches? Alors, pas moi parce que je suis vraiment écologue, mais par contre on travaille beaucoup avec les sociologues qui eux vont poser ce genre de questions. Et la restauration écologique peut être source de conflits. Les plus courants, les plus connus, c'est quand on veut supprimer des barrages pour donner aux... On n'a pas beaucoup parlé de connectivité écologique, hein, mais c'est un élément très important, c'est que la nature, pour exister, elle a besoin de se déplacer. Et c'est vrai des végétaux aussi. Et voilà, et en fait, il y a un mouvement perpétuel de la nature, et quand on y fait obstacle, c'est problématique. Et les cours d'eau, chez nous, ont été énormément aménagés, et il y a des obstacles partout sur les rivières, et donc il y a eu des grands programmes de renaturation des cours d'eau qui ont consisté à enlever les barrages. Sauf qu'en fait, certains de ces barrages, c'est des petits barrages, hein, les gens sont extrêmement attachés à leurs barrages, et d'autant plus que souvent il y a des zones humides associées qui se sont créées. Ah oui. Et quand on enlève le barrage, on détruit la zone humide. Donc entre ceux qui sont intéressés à la dimension patrimoniale des barrages, ceux qui sont attachés à la zone humide que le barrage avait créée, et puis les écologues qui disent mais il faut enlever ce barrage parce qu'en fait il y a un tas d'espèces qui vont juste disparaître, enfin, il y a des espèces qui vont disparaître de manière dramatique à cause des... Je pense aux anguilles hein, en particulier, à cause des parce qu'ils ne peuvent pas remonter les rivières, les saumons ne peuvent pas remonter les rivières. Donc il y a des conflits qui apparaissent et donc c'est là qu'il va y avoir des médiateurs, des gens qui vont venir discuter. On va faire souvent des jeux qui permettent à tout le monde de prendre conscience des enjeux et on va trouver des compromis. Alors là, petit aparté pour vous dire que Neil utilise du gigalaser de rivière de manière assez
assez libéral, parce que nous sommes dans un processus du coup de réautonomiser la nature. Ici, on est quand même écologique ici. On veut retirer toutes nos petites poubelles. Le problème, c'est qu'on peut les retirer que par l'eau. Donc, pour pouvoir retirer nos petites poubelles, on aménage un tas de canaux, voilà, pour pouvoir amener notre petit drone là-dessus. C'est, je trouve, l'ironie de cette dernière phase du jeu, où pour pouvoir redonner à la nature l'autonomie, on creuse d'autant plus de canaux que pendant tout le reste du jeu. Et on détruit un petit peu le paysage autour juste pour pouvoir enlever nos poubelles. Voilà, je trouve que c'est très ironique là-dessus. Et justement, je pense qu'en dernière partie, on peut parler un peu de l'ironie quand même de tout ce jeu, qui est, je l'aime beaucoup par un tas d'aspects. Il est très satisfaisant, il y a des petites loutres, ça pleut, il y a une petite musique. Mais quand même, on est sur un jeu qui nous propose une utopie technologiste, où à partir d'un terrain stérile, on peut faire de l'interventionnisme technologiste vertueux, dans lequel notre intervention massive est récompensée. Bon, on est en niveau facile, hein, c'est pour ça, c'est plus dur en niveau difficile, mais par innovation technologique, science-fictionnelle, par le fait de creuser un tas de canaux, d'avoir des trucs magiques qui font la pluie ou qui font le gazon, on va pouvoir rendre cette espèce de nature, on est sur vraiment cette notion de rewilding presque, mais par la technologie. J'imagine que ça, c'est un sujet qui est complexe pour vous. C'est vrai qu'en fait, nous, on préfère utiliser les mécanismes, les processus naturels. Et je suis beaucoup plus proche de l'ingénierie écologique qui va chercher quel processus naturel on peut encourager par des petites touches pour que le reste se mette en place. Je ne suis pas très branchée gros travaux. Après, encore une fois, ça dépend des circonstances, ça dépend de l'état de départ, ça dépend de ce qu'il y a autour. Donc, bon, là, c'est vraiment excessif. On est vraiment sur 100% technologique. On n'a aucune notion de d'où viennent les espèces, comment tout ça s'installe. C'est normal, mais c'est un jeu qui a aussi des qualités, parce qu'on voit qu'il faut de l'eau, on voit que c'est bien de ne pas avoir un seul type d'écosystème, que c'est intéressant d'en avoir 3 ou 4. Donc quand même, mais voilà. Oui, c'est, moyennant ce bémol... Voilà, il y a des limitations. Alors en plus, on a vraiment un île vraiment heureux du laser qui nous creuse des canaux dans tous les sens là, depuis tout à l'heure, mais on va le laisser faire, c'est son jeu, c'est son île, oui. J'ai dit que j'avais un faible pour ça. Heureusement, je ne suis pas toute seule. Donc encore une fois, j'aime bien mixer les approches. Je pense que c'est normal qu'il y ait des écosystèmes patrimoniaux auxquels on est attaché. Et là, on va mettre beaucoup de contrôle. Beaucoup de contrôle pour les maintenir. C'est bien qu'il y ait des écosystèmes en libre évolution qui peuvent nous surprendre. Je ne suis pas opposée à une approche plutôt qu'à une autre. Je pense que c'est important de faire un peu de tout. C'est normal qu'il y ait des endroits où on a des enjeux à protéger et on va aller stabiliser une berge de rivière parce qu'on a besoin qu'elle soit stable. Je préfère qu'on utilise des végétaux pour le faire. Voilà, donc en fait, ce qui est important, c'est qu'on se mette collectivement d'accord sur les objectifs. Et qu'à la fin, on ait une nature qui soit... La nature, elle a besoin d'espace. Elle a besoin de mouvement, elle a besoin d'espace. Donc laisser de la place à la nature, ça me paraît extrêmement important. Il y a la notion de... Il y a deux idées qui se combattent un peu. C'est le land sparing, en anglais, qui veut dire qu'on va sacrifier une partie des terres pour la nature et occuper le reste. Donc comme là où on a vraiment sanctuarisé 30 km² de nature, on peut imaginer qu'il y a des gratte-ciels tout autour, mais en tout cas là, c'est sanctuarisé, quoi. C'est l'idée des grands parcs nationaux états-uniens, par exemple. Et puis on va avoir le land sharing, où on va partager l'espace avec la nature. Donc c'est plutôt l'écologie de la réconciliation et tout ce qu'on disait tout à l'heure. Évidemment, il faut faire les deux, si on veut s'en sortir. Il faut donner de la place à la nature. Et puis après, on fait partie de la nature, donc il faut aussi lui donner de la place là où nous, on habite, quoi. Oui. J'ai une question plus sur le côté représentation. Donc là, on joue à un jeu qui parle de cette thématique-là. Et je trouve que le jeu, moi, ça fait beaucoup penser au solarpunk. J'ai l'impression que c'est un mouvement artistique qu'on entend de plus en plus parler. Je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Est-ce que tu peux nous le définir, le solarpunk? Je ne sais pas si je vais le définir, mais moi, c'est un mouvement à base de science-fiction qui dit qu'un futur plus vertueux peut exister pour l'humanité, aidé par la technologie. C'est-à-dire qu'on arriverait à ce stade-là, aidé par de la technologie vertueuse qui permet d'améliorer, faire pousser, de gérer la nature par de la technologie non invasive qui
c'est dommage parce que moi je connais pas grand chose là-dessus. J'ai des collègues qui sont très en lien avec le monde artistique pour justement créer des œuvres qui permettent d'évoquer ces sujets-là avec d'autres publics et d'une autre manière. Ça a été très bien fait, mais malheureusement je pourrais pas vous donner les références parce que je suis pas suffisamment dans ces démarches-là, mais elles existent. Et puis il y a tous les films scientifiques et documentaires qui sont créés, qui présentent aussi nos travaux et qui sont disponibles généralement en ligne. En génie biologique, il y en a beaucoup, notamment par mon collègue André Evette, qui a produit pas mal de films justement sur le génie biologique, la protection de berge, par des mécanismes naturels et qui valent le coup d'être vus, quoi. Vous allez se faire, parce que je pense qu'en termes de lien homme-nature, moi je sais pas, quand je suis en tête, tout ce qu'on parle, c'est les films catastrophes où juste il n'y a plus les humains et la nature a pris la place de façon complète. Et des fois, ça donne un peu le sentiment que la seule façon de restaurer, c'est d'avoir une humanité qui disparaît complètement et qui permettrait de restaurer. Et ce serait vraiment dommage, d'où l'intérêt de l'écologie de la réconciliation et du land sharing, donc le partage de la terre, qui permet d'avoir une autre vision, une vision beaucoup plus attirante de ce que ça peut être notre coexistence avec la biodiversité. Et de toute façon, avec le réchauffement climatique, les îlots de fraîcheur apportés par la végétation en ville, on s'en rend compte. Voilà, Et on en voit le très bénéfice précieux. immédiat et facilement. Alors je vois que Neil a fini de tout ramasser. On ne peut juste pas lancer le vaisseau parce qu'on n'a pas fait les 10 petites photos ni regarder le bonheur des animaux, mais c'est pas grave. On a globalement fini, donc on peut admirer notre biome final. Alors si vous vous souveniez, il y avait vraiment, on avait un énorme carré marron au début. Avec une seule rivière. Alors là, on a des canaux dans tous les sens, on a des marais, on a une forêt au nord qui est sympa, on entend les oiseaux. Et on n'a plus une seule éolienne, ce qui est très important parce que je voulais finir là-dessus sur cette question de l'éolienne, parce que c'est quand même le symbole principal de ce jeu, c'est vraiment le petit symbole de l'éolienne qui tourne dans le temps de chargement, c'est sur la jaquette du jeu, c'est la première chose qu'on pose, et l'éolienne a globalement, on a une vision de l'éolienne comme symbole de l'écologie, comme symbole de ce qui est vertueux dans nos technologies écologistes. Or, on sait que les éoliennes, c'est quand même pas si vertueux que ça. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu là pour finir là-dessus ? Oui, produire de l'énergie a un coût écologique. Ce coût va être variable selon les modes de production. Je préfère une éolienne à une usine de charbon. En termes de coût écologique, il n'y a pas photo. Pour autant, l'emplacement d'une éolienne, comme l'emplacement d'un parc photovoltaïque, va avoir plus ou moins d'impact selon l'endroit où on le place. Si vous mettez un parc photovoltaïque sur un parking, vous aurez un impact écologique sur la biodiversité vraiment très faible. Si vous le mettez sur le milieu le plus diversifié possible, vous aurez un impact plus fort. Donc il faut être malin en plaçant ces ouvrages-là. Les éoliennes ont des avantages, elles ont une surface au sol qui est très faible. Elles ont un inconvénient sur les chauves-souris et sur les oiseaux, il y a de la mortalité. Donc la manière de positionner, je vous parlais tout à l'heure du paysage et des connectivités écologiques, mais le paysage c'est extrêmement important. Et la manière de positionner une éolienne dans le paysage fera que son impact sera de très fort, notamment sur les oiseaux et les chauves-souris, à faible. Il ne sera pas inexistant. Quand vous consommez de l'énergie, vous avez un impact écologique. Maintenant, on n'a pas tous envie d'aller vivre au fond des bois dans une grotte, donc je comprends qu'on a besoin de consommer de l'énergie. Donc comme toujours, le premier réflexe, c'est de limiter sa consommation, savoir de quoi on a vraiment besoin, et après, produire l'énergie en faisant attention à tout ce que la science nous dit. On sait aujourd'hui quels sont les endroits où il ne faut pas mettre une éolienne, quels sont les endroits où il ne faut pas mettre un parc photovoltaïque, et du coup, on sait aussi où on peut les mettre. Donc voilà, il faut vraiment prendre en compte l'environnement quand on implante quelque chose qui va produire de l'énergie. Donc en fait, finalement, à tous les niveaux dont on a discuté ce soir, c'est des questions de conciliation, c'est des questions de trouver l'équilibre entre les besoins humains, les besoins des niches écologiques, les besoins de cette nature-là. Donc en fait, c'est un travail qui, j'imagine, est constamment mouvant et qui demande une capacité de prise de décision et de médiation assez considérable. C'est ça, et puis il faut porter une attention à ces questions-là en fait. C'est-à-dire qu'on est en capacité de fournir des éléments de réponse, la science est là pour ça, et après il faut que les gens qui décident aient accès à cette connaissance et choisissent de l'utiliser. D'où l'importance de nos médiateurs et médiatrices scientifiques dont nous avons la future génération ici avec nous ce soir. Nous avons quelques étudiants des masters de médiation scientifique et technique qui ont notamment été cobayes ce soir là-dessus. C'est tout pour les questions que nous avons prévues. Vous avez encore le temps pendant que ça pleut et que c'est très joli. On peut peut-être même zoomer sur des petits animaux pendant que, pour que ce soit joli. Je vais juste baisser un petit peu le son. Si vous avez encore quelques dernières questions, il nous reste 5-10 minutes et puis après on pourra se dire au revoir.
Ouais, le dialogue entre les scientifiques et la société, c'est vraiment une question importante. Comment les scientifiques parviennent à faire passer les informations à la société. Donc chaque chercheur a un peu sa stratégie. Moi, je travaille beaucoup avec des gens qui ne sont pas du milieu académique. Je travaille avec des aménageurs, je travaille avec des bureaux d'études, je travaille avec le ministère, avec les services de l'État aussi. Donc j'essaie de parler un peu à tout le monde, de créer des outils qui soient utilisables par tous sans avoir fait 15 ans d'études pour s'en servir, pour leur permettre à partir du moment où il y a une volonté de prendre en compte les milieux naturels, de rendre ça possible en fait. Après, la volonté politique, nous les scientifiques, on ne la décide pas. Et ça va vraiment être un moteur très fort. C'est-à-dire qu'un espace où il y a une volonté politique d'être favorable à la biodiversité, il va se passer des choses intéressantes et ces connaissances vont être utilisées. Un espace où il n'y a pas ça, les connaissances ne vont pas être mobilisées en fait. Donc voilà. Une question, c'est un peu sur le nerf de la guerre, donc tout ça, des fois c'est un peu l'argent, on va parler du sujet qui fâche. Et bon, on voit qu'en ce moment, avec le contexte actuel, il y a de moins en moins d'argent qui est disponible un peu partout. Et est-ce que vous pensez justement que le fait de dire on plante un arbre, ça coûte moins cher que de construire un barrage, ça va aider créer un élan écologique sur la biodiversité pour justement créer des espaces comme ça où il va falloir quand même un grand coup de machine qui coûte de l'argent, faire ça pour démarrer quelque chose. Alors quand je dis que j'ai un faible pour les approches qui utilisent pas trop de machines, c'est qu'en plus ça coûte pas cher. Et ça c'est un argument. Mais voilà, comme je disais, c'est pas possible partout, mais c'est quand même possible parfois. Donc essayez d'utiliser ça au maximum. Il y a des technologies, pas des technologies, mais le génie biologique, souvent n'est pas très cher à mettre en œuvre. Après, il faut former, c'est ce qui va coûter cher, c'est peut-être de former les gens à ces pratiques-là. Parce que on a des gens qui sont formés en masse en génie civil, et on n'a pas forcément beaucoup de formation en génie biologique. Donc il y a des bureaux d'études qui vont se spécialiser. S'ils ont beaucoup de succès, ça va créer derrière un appel d'air qui va permettre à des formations de se développer. Mais après, il faut réussir à créer ça, quoi. Donc il faut amorcer le truc. C'est là que la volonté politique va être importante. Et j'imagine qu'il y a tout cet enjeu de rendre tout ça très sexy aussi, parce que c'est moins sexy quand on va voir ces investisseurs de dire on va planter une berge et quelques arbres, que de dire on a ce projet massif d'aménagement qui va nous coûter extrêmement cher, mais qui utilisera les dernières technologies toute pointe. J'imagine que c'est moins sexy. Pour l'anecdote, un des premiers travaux de restauration écologique que j'ai fait en altitude, c'était avec un domaine skiable qui m'avait dit « mais c'est vachement bien ce que vous faites, le problème c'est que ça se voit pas ». Et effectivement, je comprenais très bien son point de vue, c'est qu'on a envie que ça se voit. Quand on est dans un système où on veut montrer qu'on fait des choses, et qu'on fait des choses bien, alors on a envie que ça se voit. Et comme je disais tout à l'heure, une solution fondée sur la nature qui a bien marché, une berge qui est bien protégée par des arbres qui ont bien poussé, vous ne pouvez pas deviner que c'était un aménagement en fait. Donc il n'en reste rien à la fin de visible. Et je peux comprendre que ce soit compliqué dans une société qui valorise ce qui se voit. Donc il y a un travail à faire. Et il y avait une question au fond tout à l'heure. Avec les services de l'État, c'est facile parce qu'on veut la même chose, à savoir une meilleure prise en compte. Enfin, avec les services d'État avec lesquels je travaille. Parce que moi, je travaille beaucoup avec ceux qui cherchent à favoriser la prise en compte de la biodiversité. Donc là, on est du même bord. Parfois, j'ai affaire aux services de l'État qui sont là pour assurer la sécurité. Donc, sur des ouvrages de génie civil, quand on dit là, on va mettre de la végétation, il va falloir dialoguer un peu pour qu'ils soient d'accord pour qu'on mette de la végétation parce que eux, leur préoccupation, et c'est bien normal, c'est la sécurité des gens qui sont en aval du barrage. Donc voilà, selon les cas, mais généralement, la casquette de scientifique, encore aujourd'hui en France, elle ouvre quand même des portes. C'est-à-dire qu'on est considéré comme plutôt... nous, on apporte des éléments de connaissance, on nous fait plutôt confiance. Donc le dialogue se passe assez bien, même avec les aménageurs avec qui je travaille. Bon, je l'ai choisi, je travaille avec les aménageurs qui ont envie de faire des choses positives. Ils ont leurs priorités. Eux, ils cherchent à faire fonctionner un business. J'ai les miennes. Je veux que la biodiversité soit préservée. On discute, on trouve un terrain d'entente. Et après, il y a la loi qui s'applique. Et moi, je travaille dans ce cadre-là.
Et puis si je sens que la personne n'est pas intéressée et qu'au fond la biodiversité ne l'intéresse pas, je vais aller voir ailleurs. Voilà, je ne suis pas piégée par le système économique justement, parce que je suis financée par l'État. Ça, c'est un énorme avantage. Si on n'a plus d'autres questions et qu'on n'a pas envie de rester des heures, même si on pourrait rester des heures, contempler nos petits, franchement, nos petits cygnes, nos petits castors là, et nos petites grenouilles, c'est quand même assez formidable. On va arriver du coup à la fin de cette séance, de cette 4e séance et du coup dernière séance de la saison pour Science Invaders, donc le 4e épisode de cette première saison. Je vous remercie tous et toutes d'être venus. Je remercie particulièrement Stéphanie de s'être prêtée au jeu, de répondre à nos questions et de participer. Je remercie nos 3 Nils, dont 2 sont encore présents, mais le premier Nil a quand même fait ce travail fondamental de gazonification de notre île. Et évidemment, tous ceux sans qui ça n'aurait pas pu avoir lieu, parce que nous sommes ici à la Casemate, à Territoire de Sciences, et avec les financements de l'UGA. Et le travail acharné et invisible des étudiants qui ont fait, et des différents salariés de Territoire de Sciences sans qui tout ceci n'aurait pas pu être possible, et également Alex du coup qui a fait la captation, qui pourra immortaliser toutes nos bêtises et toutes vos bêtises surtout grâce à son super équipement. Donc merci à tous et merci à toutes, et on se retrouve peut-être pour une prochaine saison.